Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la TFM. Bienvenue à toutes et à tous. Soubentou, bonsoir. Bonsoir, cher Diane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour le sommaire de cette édition d'information. La liberté provisoire refusée à Karim Wade et Mamadou Pouye. Les motifs risquent de troubles à l'ordre public, troubles d'audience pour ne citer que cela. Ces avocats ont saisi la Cour suprême pour violation des droits du prévenu. Les diplômés de la FASEF intensifient leur combat après leur grève de la faim. Ils ont barré ce matin l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Au même moment, l'Union des enseignants du Sénégal tenait son sit-in devant le ministère de la formation professionnelle. L'UES décrit la gestion du ministre. La journée nationale dédiée à l'élevage célébrée ce lundi à Fatick. À Linguère, les éleveurs tirent la sonnette d'alarme. L'on craint le pire pour le bétail avec le déficit pluviométrique de cette année. À suivre en fin d'édition, la rétrospective de l'actualité sociale de l'année 2014, la crise universitaire, l'ouverture de la gare des Beaux Maraîchers, entre autres sujets seront revisités dans cette édition. Voilà le sommaire, les développements, c'est dans un instant. Je vous le disais en sommaire, procès Karim Wade, la CREI a rejeté les demandes de mise en liberté provisoire de Pape Mamadou Pouye et Karim Wade. Une décision qui a irrité les souteneurs de Karim Wade qui ont boudé l'audience. Ces avocats ont saisi la Cour suprême pour violation des droits du prévenu. Compte rendu de tout cela, signé Modi Gueye. Risque de subornation, de troubles à l'audience, refus de coopération, absence d'éléments nouveaux, la Cour de répression de l'enrichissement illicite étale les motifs du rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade. Alors que les juges semblent oublier que le droit de garder le silence, le droit de se taire est un droit qui est garanti par la Constitution de la République du Sénégal. Donc on ne peut pas maintenir quelqu'un en prison parce qu'il exerce ses droits. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu de mémoire de juriste, qu'on n'a jamais vu dans un tribunal. Mais quand on vous dit que la CREI est une juridiction spéciale, je pense que voilà un exemple supplémentaire. Déçu, Karim regagne sa boxe, tout le contraire de ses partisans qui relèvent un argument politique dans la prise de décision. Pour simple raison que s'il sort, ça sera une trouble à l'ordre public. Et ça prouve qu'aujourd'hui, par exemple, la justice de notre pays est dans une république respectée. On ne peut pas concevoir qu'il y ait par exemple des forces de l'ordre, à savoir la police et la gendarmerie, et qu'une personne peut sortir de la prison et que les gens disent que cette personne-là, s'il sort, il y aura des troubles. Où est la police? Où est la gendarmerie? Raison pour laquelle ces conseillers ont introduit un recours auprès de la Cour suprême pour l'annulation de la décision. Nous sommes en train d'accomplir les formalités dès ce jour pour saisir la Cour suprême du Sénégal et faire arrêter cette injustice que subit M. Karim Wade. Et vous avez les preuves aujourd'hui sur les deux fausses raisons qui ont été données. Pour rappel, la présente demande avait été introduite le 22 décembre. Modi Gueye, l'audience s'est poursuivie avec les auditions des témoins. Souleymane Sy, directeur de la société Dalia SA qui appartient à Ibrahim Abou Khalil Bourgi. Selon le témoin, procès marqué aussi par les échanges houleux entre Cheikh Tidiane Ndiaye et Mansour Gueye lors de leur confrontation. C'est dans le cadre de la construction du dossier AN Média, déclaration de patrimoine J-2 Cheikh Tidiane pour les personnes assujetties. À 2 jours de la date butoir à Soumbène, l'OFNAC n'est pas du tout envahi. Sa présidente dans le grand jury de ce dimanche sur la RFM a soutenu que certains des ministres sont réticents. Je propose là-dessus de suivre ce sujet signé Amina Baresso et Moudou Diop. En cette matinée de lundi 29 décembre, il n'y a pas beaucoup de mouvements à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'institution, nichée en plein centre-ville de Dakar, est désignée pour recevoir et contrôler les différentes déclarations de patrimoine. C'est une très bonne démarche, d'autant plus que ça participe au fait qu'il est actuellement de prôner une gouvernance vertueuse. Donc le fait que ces ministres et les administrateurs de crédit puissent faire une déclaration allant dans ce sens, ça ne fait que confirmer ce dont il est en train de chercher pour le Sénégal. À 2 jours de la fin de l'ultimatum donné par le chef de l'État à ses ministres, l'OFNAC ne grouille pas de monde. Des ministres s'agitent même pour montrer leur désaccord. Il faut le comprendre, ils le font parce que, comme on dit, on est en Afrique. Bon, le plus souvent, les gens ont tendance à ne pas montrer ce dont ils ont
pour du moins ne pas tomber dans, comme on dit, les mauvaises langues, quoi. Si vous ne voulez pas le faire en ce moment, vous démissionnez. Voilà. Mais vous ne pouvez pas, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Ces ministres réticents à la déclaration de patrimoine sont avertis. Nafi Ngom Keïta indique qu'elle va tout rendre compte. Le 31 décembre, date butoir. Ce sont des citoyens et ce sont des administrés. C'est un appel du président de la République. Donc ils n'ont qu'à obéir à l'appel du président de la République. C'est leur mission. Malgré le calme qui règne sur les lieux, des personnes exerçant aux environs disent avoir aperçu des ministres dans les locaux de l'OFNAC. Des personnalités telles que Mbagnick Ndiaye, Maître Oumar Youm, Omar Gueye, Dr Malik Diop, peut-être qu'elles étaient venues pour s'acquitter de leurs obligations. Aminata Mbaresso, merci. La colère monte chez les diplômés de la FASTEF. Après leur grève de la faim, ils ont entamé à cette semaine un nouveau plan d'action. Ils ont changé de stratégie de lutte. Cher Tidiane, fini la diète et bonjour. Les combats de rue, ils ont bloqué la circulation sur l'avenue Cheikh Anta Diop, immobilisé un bus et interpellé les autorités pour le respect des promesses faites lors de la récente manifestation. Un seul vœu en cette fin d'année, enfiler leur manteau d'éducateur. Pape Cheikh. Les diplômés de la FASTEF réclament toujours leur intégration dans la fonction publique. Très remontés, ils ont bloqué l'avenue Cheikh Anta Diop ce matin. Ils nous ont fait suspendre la grève de la faim pour négocier. On a négocié une première fois, deuxième fois, et depuis lors, depuis le 26 novembre. Ça fait maintenant un mois. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de communication. Cette inquiétude, il fallait qu'on manifeste pour les faire comprendre que nous sommes encore là en train d'attendre. Pour leur porte-parole, l'État doit réagir. Le président Macky Sall, interpellé à cette occasion. Nous avons immobilisé ce bus pour nous faire entendre une fois de plus. Nous interpellons le président de la République, Macky Sall. Nous lui demandons de nous appeler autour d'une table. Tant que ça ne sera pas fait, nous allons continuer notre mouvement de Youba Koli et ses camarades exhortent les autorités étatiques à ne pas les pousser à enlever leur manteau d'éducateur. Nous avons assez patienté. Pourquoi on l'a fait? Parce que nous sommes des éducateurs. On ne peut pas casser, on ne peut pas faire autre chose. Et la fois passée, j'avais fait comprendre aux autorités que pas qu'on nous pousse à enlever le manteau d'enseignant. Si on enlève le manteau d'enseignant, on met ça de côté, ça deviendra autre chose. Après une grève de la faim sans succès, ces diplômés de la FASTEF au nombre de 447 continuent à crier leur désarroi. Nous parlons à présent du sit-in de l'Union des enseignants du Sénégal. C'était devant le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. Et sur leur fiche de notes des revendications, retard de salaire, manque d'infrastructures, népotisme, incompétence. Pour Gouniegnan et ses collègues, leur ministère de tutelle gèle mal la formation professionnelle. Alors, il faut corriger pour éviter la paralysie du système éducatif. Aujourd'hui, un sit-in, la prochaine étape peut être très rude. Les camarades de Gouniegnan fustigent la gestion de leur tutelle et qu'ils qualifient de népotisme. La gestion démocratique laisse à désirer. On ferme des postes et on attend que l'année se déroule pour parachuter une clientèle au niveau des établissements. Parfois, ils parachutent des gens qui sont moins gradés. C'est l'exemple de Saint-Louis, où une directrice est envoyée dans un crétin alors que les gens qui sont là-bas sont plus gradés qu'elle. Donc, autant dire que dans ce ministère-là, c'est vraiment le clientélisme et l'immobilisme qui prévaut. Et c'est ça qui est à l'origine de notre mobilisation aujourd'hui. Ces syndicalistes dénoncent par ailleurs les retards de salaire et le manque d'infrastructures. Les agents restent jusqu'au 15 sans être payés. Un ministère où les plans de carrière des enseignants sont bloqués faute de formation dans certaines filières. Ainsi, ils menacent les autorités et comptent mener d'autres plans d'action. Sitting n'est qu'une étape d'un plan d'action que nous allons mettre en place et qui vraiment donnera les fruits parce que nous sommes sûrs que depuis 1992, nous sommes là, notre stratégie sera infaillible. Nous ferons en sorte que le ministre là aille dans le sens non seulement de régler les problèmes, mais les régler à temps. Le sitting de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal, a été une tribune de revendication pour les collègues de Gouniegnan. Ils comptent user de tous les moyens légaux pour combattre leur ministre de tutelle. Ce dernier est pointé du doigt accusateur pour une gestion calamiteuse.
Pape Ndere, nous restons devant les locaux du ministère de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. Un endroit, les mêmes revendications, Cheikh Tidiane, une scission au sein des acteurs éducatifs. Oui, sous le collectif des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dénonce le comportement du syndicat de l'Union des enseignants du Sénégal qui veut, dit-il, accaparer leur combat. Là-dessus, je vous propose d'écouter le porte-parole du collectif. Il s'appelle Malik Diop. Il est au micro de Pape Nderi Fall et Mohamed Dian. Ce que nous voulons, c'est très simple. Nous ferons ça d'une manière sereine, équilibrée et dans le bon sens. Nous voulons faire l'historique de la formation diplômante. Cette formation diplômante qui, après la troisième cohorte, avec la troisième cohorte, n'est pas en train de se terminer. Regardez, la troisième cohorte est là. Il a terminé sa formation diplômante, mais aucune intégration, aucun suivi a été fait. Cette formation diplômante de la troisième cohorte, il y a des collègues du CAP et du BEP qui sont là et qui n'ont même pas encore fait leur examen. Et imaginez, la quatrième cohorte est là aussi, il n'a même pas encore fait leurs examens. La cinquième cohorte est à Kaffrine, il n'a pas encore terminé. La sixième cohorte est en cours. Quand est-ce que la formation diplômante, quand est-ce que le ministère de la formation professionnelle va aboutir son lustre d'un temps? Retard de salaire dans les collectivités locales, bientôt la fin du calvaire. Oui, c'est le ministre Oumar Youm qui l'annonce. Il ajoute que la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation rencontre des réticences de la part de certains acteurs. Il était à Mbaké pour la pose de la première pierre d'un hôtel. Il est au micro de Mohamed Diop et Tala Samba. Nous sommes dans une phase de changement où la mise en œuvre de l'acte 3 va rencontrer d'abord des problèmes de comportement, des attitudes. Parce que les personnes vont changer, les rapports politiques vont changer. C'est normal qu'il y ait des résistances, qu'il y ait de l'incompréhension, qu'il y ait des problèmes même qui sont liés à beaucoup d'autres facteurs. Donc je pense que ça, nous sommes en train de les dépasser avec l'appui de l'administration territoriale, dans le dialogue avec les percepteurs et les trésoriers, mais aussi avec les maires qui ont commencé à comprendre que l'acte 3 n'a pas une ambition de politique politicienne. L'acte 3 est là pour essayer de régler les problèmes, de les identifier et de trouver des solutions. Donc je pense que ce problème va bientôt être derrière nous. C'était un problème regrettable, une situation très regrettable pour les employés, mais aussi pour les populations, parce que la grève a eu des impacts extrêmement négatifs sur les populations. Nous pensons qu'on va aller vers un autre saut qualitatif, parce que cette réforme-là est une réforme de progrès, de développement, d'essor économique et donc de responsabilisation, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que personne n'a le droit de mettre un frein. Je vous le disais en titre, la journée dédiée à l'élevage célébrée à Fatick ce lundi. Le président de la République était à Fatick. Donc, justement, nous y allons pour retrouver Aminata Goudiaby, correspondante de la RFM sur place. Aminata, bonsoir. Bonsoir, cher Kylian. Alors, Aminata, qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite de Macky Sall? Il faut dire que cette première édition de la Journée nationale de l'élevage célébrée à Fatick est marquée par une série de bonnes nouvelles pour les éleveurs du Sénégal. D'abord, c'est une enveloppe d'1 milliard de francs CFA destinée aux mutuelles des éleveurs que le président a annoncé. Ceci pour leur faciliter l'accès au crédit. Des instructions, selon le président, ont été données au ministre des Finances. Et également, il y a également une autre annonce qui a été faite par le président de la République. Il dit que compte tenu de la faible pluviométrie de l'hivernage dernier, le gouvernement du Sénégal va accompagner les éleveurs du Sénégal dans la sauvegarde du bétail. 3 milliards sont alors prévus pour l'aliment de bétail destiné aux éleveurs. Ces 3 milliards s'ajoutent alors aux 1 million initialement prévus dans la loi de finances rectificative. L'État compte aussi accompagner les éleveurs dans le renforcement de leurs capacités en matière de management et de gestion. Entre autres mesures annoncées, la finalisation du code pénal relatif au vol de bétail, également également l'élaboration d'un plan national de développement de l'élevage. Il faut dire qu'avant cela, ce matin, le président de la République a inauguré à Fatick un centre de collecte de lait d'une capacité journalière de 4000 litres. Et c'est la société Siagro qui l'a implanté en centre-ville de Fatick. Il y a aussi la société dit également que cette unité a coûté 40 millions de francs CFA. Le président de la République a également
inauguré une autre unité de production d'aliments de bétail qui est également implantée en centre-ville de Fatick. Et le choix de Fatick pour célébrer la première édition de la Journée nationale de l'élevage n'est pas fortuit selon le président de la République. Selon le président Macky Sall, 69% des ménages fatickois vivent de l'élevage. Voilà. Merci Aminata Goudiaby. Semaine direction Linguère, le bétail menacé par le déficit pluviométrique de l'hivernage de cette année. Un déficit pluviométrique qui risque d'avoir des conséquences sur le bétail et leur alimentation. Alors pour les éleveurs, l'État doit réagir. La journée de l'élevage, prétexte pour interpeller les autorités. Linguère, nous retrouvons Modou Mbaye. L'élevage, qui est l'une des activités les plus pratiquées dans le Djolof, est actuellement menacé par la mauvaise saison des pluies. Les éleveurs du département de Linguère craignent un manque total de pâturage. Comme vous le savez, l'hivernage passé, on a constaté que le tapis herbacé n'était pas suffisant pour le moment pour assurer l'alimentation du cheptel. Ce qui a fait qu'on a voulu rencontrer tout le monde, réunir tout le monde le plus tôt possible pour trouver des solutions. Ils réclament de l'aliment de bétail en quantité suffisante et souhaitent qu'il soit donné à temps. La solution principale, c'est la mise en place de l'aliment de bétail, mais elle n'est pas suffisante parce que ce que l'État est en train de mettre à la disposition des éleveurs est bien sûr important, mais ce n'est pas suffisant. L'inspecteur départemental de l'élevage invite les éleveurs à préserver le peu de pâturage, mais aussi d'éviter les feux de brousse qui sont devenus fréquents dans la zone sylvopastorale. Nous avons attiré l'attention des éleveurs pour qu'ils soient beaucoup plus prudents, qu'ils soient davantage prudents, puisque pour préserver le peu de pâturage qui risque, en tout cas qui existe dans cette zone. Ainsi donc nous les avons invités à en tout cas faire tout pour en tout cas éviter tout feu de brousse cette année-ci. Face à ces difficultés, les éleveurs du département de Linguère invitent l'État du Sénégal à mettre à profit la journée nationale de l'élevage pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous parlons politique à présent avec des bisbilles au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Prétexte pour nous de parler des alliances politiques au Sénégal, la semaine des alliances de circonstances et rien de plus. Alliances, mésalliances, désamours, les partis politiques sénégalais champions du divorce et des idylles éphémères, compréhensibles selon certains acteurs et certains observateurs. Quand le conflit d'intérêts se pointe, Salimata Aw, Abdou Karim Diop, le clash est inévitable. De nos jours, on voit souvent en politique des alliances de toutes sortes, mais aussi de courte durée. L'histoire se répète bien que les acteurs changent. Le journaliste Thierno Talla estime que cela dépend des alliances. Parce que si c'est entre un grand parti et un petit parti ou un parti moyen, ça peut durer. Maintenant, entre grands partis, ça pose problème. Entre grands partis et partis moyens, ça peut durer. Si on prend l'exemple de la cohabitation entre le PDS et la LD, ça a duré de 2000 à 2005. Pour Aliou Sow, elles ne peuvent pas durer car elles sont bâties sur des bases électoralistes. Et naturellement, bien entendu, les petites querelles commencent sur la base de la gestion du pouvoir et après cela, naturellement, chaque force pense devoir se positionner en alternative pour pouvoir occuper la place centrale de la gestion de l'État. À l'image de cette bande de chasseurs qui va à l'assaut des animaux pour avoir une girafe. Ils peuvent s'entendre. Mais quand ils rentrent bredouille, ils ne se disent même pas au revoir. Sur la polémique entre le Parti socialiste et l'APR, les avis diffèrent. Cette cohabitation-là, elle va finir par se gâcher. C'est logique parce que le PS a été au pouvoir pendant une quarantaine d'années. Ils ont perdu le pouvoir, ils ont fait pratiquement 12 ans dans l'opposition. C'est le président sortant qui risque d'être le grand gagnant, car il continue d'incarner celui qui refuse d'assumer la paternité de la future explosion ou implosion de cette alliance-là. La polémique entre le Parti socialiste et le parti au pouvoir intéresse plus d'un. La situation qui prévaut dans la coalition Benno Bokk Yakaar remet sur la table le sens même de certaines coalitions politiques. Salimata Osek, merci. Direction à présent la 23e édition de la FIDAK avec le stand du Mali. Un stand à semaine composé de confitures de mangue et une unité de transformation de fruits.
Chertidiane, une industrie bien féminine qui sait les développer peut booster une partie de l'économie car pour ces femmes, avec un accompagnement, des moyens et une production de qualité, le marché international leur est acquis. Aïssatou Paye Fall, Thierno Laurent Mendy. Le Mali présente ses produits à la foire de Dakar, des produits comme la confiture de mangue qu'ils essaient d'exporter afin de valoriser au mieux leurs fruits et légumes à travers le monde. Nous faisons de la confiture de mangue, la confiture d'orange et bien d'autres produits qui, nous l'espérons bien, se vendront bien à l'extérieur de Mali. Et je vois que les tests que nous avons opérés au niveau de la France, déjà nous sommes en contact avec certaines grandes surfaces qui sont en train de faire des tests et j'espère que ces tests seront concluants. Nous avons déjà la base de la certification en matière de produits agroalimentaires qui est le HACCP, qui n'est pas une certification connue de tout le monde, mais qui constitue en fait la base. Et là, nous passerons cette année même à ISO 22000 qui est courant pour que nous ayons le quitus pour l'exportation d'une bonne quantité de cette production. Une production fruitière importante qui a permis la construction d'infrastructures. Nous avons aidé à construire une usine de transformation de fruits dans une contrée malienne qu'on appelle Yanfolila, qui se trouve aux alentours de 300 km de Bamako, où la production fruitière est relativement importante. Et donc nous avons construit une première phase qui concerne la confiturerie. Des projets mis en place pour aider les femmes maliennes à participer au développement en Afrique. Le Mali est un pays à vocation agricole en vue de réduire la pauvreté. C'est pourquoi nous encadrons, nous appuyons surtout les participantes à cette édition de la FIDAC. Nous présentons la confiture, c'est notre produit phare. Notre produit phare cette année, pour la simple raison, c'est que le même programme que je pilote, donc le cadre intégré du commerce, d'ailleurs, il y a un programme similaire qui est développé ici même au Sénégal, il y a une unité de mise en œuvre. Un projet destiné aux femmes maliennes visant la valorisation des fruits du Mali et contribuant ainsi à leur autonomisation. Aïssatou Paye Fall, nous quittons Dakar pour Saint-Louis, tribune de l'excellence. Le Prytanée militaire déroule le tapis rouge Chertidiane pour ses bleus. C'est la traditionnelle cérémonie de présentation du drapeau et de remise des attestations aux élèves de 6e. Elle consiste à intégrer les nouveaux enfants de troupes dans la famille. C'est une correspondance signée Thierno Fall. Ils sont au nombre de 65 élèves, dont 50 Sénégalais et 15 de nationalité étrangère, à prendre part à ce rituel légendaire dans les armées. Cette cérémonie très riche en symboles marque la fin de la période d'initiation des Bleus et leur entrée dans la grande famille des enfants de troupe. Chers élèves du 6e, de la promotion du général Amadou Belali, vous voilà désormais dans la grande famille des enfants de troupe. Vous avez amplement mérité votre place après 3 mois de souffrance. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable durant ces interminables nuits noires, affichant ainsi toutes vos dispositions à maintenir toujours plus haut le flambeau. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de Saint-Louis et du représentant du chef d'état-major général des armées, l'amiral Cheikh Bara Sissoko, qui a saisi l'occasion pour saluer la présence des enfants d'autres pays d'Afrique qui ont été confiés à cette école. Je voudrais ensuite remercier les États qui ont fait confiance au Sénégal en leur confiant l'éducation de leurs enfants. Et cela, c'est une lourde responsabilité et c'est tout à l'honneur du Sénégal. Le Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis a été créé en 1923 par l'armée française. C'est un établissement où il y a à la fois un enseignement général et un enseignement des armées. Comme on l'a toujours dit, le Prytanée, c'est une école d'excellence. On ne peut pas parler d'excellence sans la discipline, sans l'organisation. Et bien sûr, qui dit discipline dit une certaine rigueur dans l'éducation et le respect de certaines vertus. Donc c'est ce que nous faisons depuis... Ce qui fonde également le Prytanée, ça il faut le dire. Cette cérémonie a été clôturée par le défilé final, suivi d'un cocktail offert par le commandant d'école. Thierno Fall, retour à Dakar, fête de la fin d'année. Les as de la SAP, Chertidiane, cassent leur tirelire. Oui, ils prennent d'assaut les boutiques prêts à porter pour se payer de beaux habits. Et peu importe le prix, l'essentiel est de se mettre sur son 31, la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est un reportage signé Chérif Dia et Thierno Laurent Mendy. Fête de fin d'année oblige,
Ndiaye Kasek et Khadim Ndiaye s'apprêtent à dépenser toutes leurs économies pour se payer des vêtements flambant neufs cousus pour Noël et la Saint-Sylvestre. Aller au niveau des boutiques, choisir une très belle robe avec des chaussures. Après ça, je vais me faire de très jolies tresses pour faire plaisir à mon homme et partir avec lui pour soit une soirée dansante ou bien aller au dîner. Bon, je m'habille en blazer, costume, ensemble costume, chemise bu toog, def ba mu baax quoi comme gars yi ñuy wax. Fête yi bon en fait quand je suis bien en l'aise, personne n'est malade dans ma famille, tout est ok, bon jaral na ma ko. Ces inconditionnels des fêtes de fin d'année préfèrent les habits prêts à porter plutôt que les commandes chez les tailleurs, peu importe leur coût. Pour la tenue, j'ai prévu 50 000 francs pour le moment. Mais ça peut dépasser même 50 000. Quelle robe? Robe de classe, traîne, avec soit couleur noire enchantée ou bien rouge, ça dépend. Les propriétaires de ces boutiques de prêt-à-porter multiplient les commandes. Des robes, des chemises, des costumes entre autres venus d'Europe ou d'Amérique. Les prix varient selon la qualité et la marque. Ce sont les robes longues qui sont en tendance. Les robes longues, les dentelles, les ensembles vestes, c'est ça qui est en tendance. Les prix varient de 25 jusqu'à 70-80. Et ça vient de Paris. C'est ma cousine qui m'envoie ça. On fait des commandes. Dépenser des sommes colossales pour l'achat de beaux habits, rien que pour terminer 2014 en beauté, pour ces Dakarois, ça vaut bien le coup. Chérif Dia, Cheikh Tidiane Diawo sur la liste des as de la SAP. L'actualité internationale marquée par le flou autour de la disparition de l'Airbus A320 et 200 et l'irrecevabilité de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien. Une page internationale signée Fatou Kinedem. La candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire déclarée irrecevable par la justice ivoirienne ce lundi. Cette candidature serait déposée par ses proches sous forme de proposition et non sous forme de demande manuscrite signée de lui. L'actuel chef du parti, Pascal Affi-N'Guesson, conteste la candidature de Laurent Gbagbo. Le congrès du Front populaire ivoirien prévu du 11 au 13 décembre avait été reporté. Le nouveau président devait être élu à cette occasion. Le camp de l'ancien président compte faire appel du jugement rendu par la justice. L'aviation camerounaise bombarde pour la première fois des combattants de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Le groupe islamiste nigérian avait pris un camp militaire dans la région frontalière du Nigeria. Le gouvernement camerounais confirme ce bombardement. Les insurgés mènent régulièrement des attaques dans cette zone, massacrant des civils. Des attaques qui n'épargnent pas l'armée camerounaise. Les recherches pour retrouver l'avion d'Air Asia se poursuivent. L'appareil parti d'Indonésie pour Singapour dimanche est porté disparu avec 162 personnes à bord. L'idée de retrouver des survivants est peu probable d'après le chef de l'Agence nationale indonésienne de recherche et de secours. L'Airbus A320-200 d'Air Asia pourrait être au fond de la mer. La Chine a proposé son aide à l'Indonésie pour les recherches. La page des sports que nous démarrons avec du football. Retour sur la 4e journée de la Ligue en sénégalaise avec ce match Guédiawaye Football Club AS Douanes. Un match qui s'est soldé par un match nul, un but partout, 2 points de perdu pour le GFC qui a dominé le match selon son entraîneur que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning, ou bien plutôt c'est un reportage de Pape Faraning. Le Guédiawaye Football Club a concédé son 4e match nul devant l'AS Douanes et pourtant ce sont les Gabolos qui avaient ouvert le score à la 35e minute par Diao Sen qui a pris à contre-pied le gardien Pape Diatta Ndiaye. Mais les douaniers n'ont pas eu le temps de savourer leur but car 3 minutes plus tard, sur une passe lumineuse en profondeur de Talambay, le Nigérian Washuku d'un plat du pied a remis les pendules à l'heure à la 38e minute. Le coach de Guédiawaye Football Club n'a pas manqué de souligner les nombreuses occasions ratées par ses poulains. On joue bien au ballon, mais il nous manque encore
un peu de lucidité, la concentration et la lucidité nécessaires pour mettre au fond les occasions qu'on se crée. Donc nous, on va travailler dans ce sens. En seconde période, malgré les assauts répétés de part et d'autre, les attaquants n'ont pas réussi à marquer un deuxième but, mais le maigre public qui avait fait le déplacement s'est régalé avec du beau jeu. Vous l'annoncez en sommaire, la rétrospective de l'actualité sociale en 2014 marquée par les violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui ont abouti à la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Cher Tidiane, 13 ans après Balla Gaye, l'UCAD encore en deuil avec Bassirou Faye. L'étudiant en licence tombe sur le terrain des affrontements le 14 août 2014. 2014, c'est aussi l'année des assises sur l'éducation et la découverte de magouilles sur le test de recrutement des élèves maîtres. Une année, un secteur très dense, l'éducation. Aminata Mbaresso. La mort de l'étudiant Bassirou Faye, fait marquant de l'actualité en 2014. L'étudiant en première année en mathématiques est tué au soir du 14 août après une journée de confrontation entre forces de l'ordre et étudiants. Bassirou et ses camarades réclamaient le paiement de leur bourse. La mort de l'étudiant a entraîné une vague de consternation. Des étudiants très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur exigent sa démission. Les cours et les examens reportés, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar anticipe ses vacances. L'enquête sur la mort de l'étudiant est ouverte, une expertise balistique aussi. Les résultats révèlent que le coup fatal à Bassirou Faye proviendrait d'un certain Tombo Wali. Le présumé meurtrier policier est aujourd'hui dans l'attente de son jugement. La fraude sur le test de recrutement des élèves maîtres, un scandale qui a secoué le système éducatif sénégalais cette année. 690 élèves maîtres accusés de fraude et d'achat de places dans le test de recrutement. L'affaire éclate en juillet 2014 et c'est le ministre de l'Éducation nationale qui donne l'information. La suite, ce sont des contestations et des dénonciations. Les mises en cause se regroupent autour d'un collectif mais n'obtiennent pas gain de cause. Ils sont exclus et remplacés. Pour l'édition 2014, Serigne Mbaye Thiam annonce des innovations. Désormais, on parle de concours de recrutement des élèves maîtres à la place du test de recrutement. Les épreuves sont plus corsées et le choix plus sélectif. 2014, c'est également des mouvements de contestation. Les sortants de la formation payante de la FASTEF se sont illustrés après une longue grève de la faim. Leur doléance, un recrutement dans la fonction publique. Une complainte récurrente qui a poussé des députés à proposer la suppression de cette formation à la FASTEF. Les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal sont également descendus dans la rue au cours de l'année 2014. À l'origine, le retard dans le démarrage des cours et le retard dans le paiement des bourses. Dans le moyen secondaire, une nette accalmie, même si le QSEMS avait décrété à la date du 17 décembre 2014 une grève générale. Avec la tenue des assises sur l'éducation nationale, l'espoir est tout de même permis. Espoir de voir une école publique sénégalaise de meilleure qualité, une école fondée sur les 6 grandes orientations sorties de cette rencontre de 3 jours. Grand Yoff, Gueule Tapée, Sandaga 2014, les bulldozers à l'assaut de l'occupation illégale de la voie publique. La mairie de Dakar veut assainir la ville. Les marchands ambulants ne l'entendent pas de cette oreille. 2014, c'est également l'ouverture de la gare routière des Beaux au Maraîcher. Maïmouna Ndiaye. 2014, une année pas heureuse pour les occupants de la voie publique. La plupart des commerçants ne veulent pas être déguerpis. Mais la mairie de Dakar tient à son opération de désencombrement. Améliorer le cadre de vie et embellir la ville. Liberté 6, Patte d'Oie, Grand Yoff, Ancienne Piste, Gueule Tapée. Aucun site n'échappe aux bulldozers.
Les victimes de la déflation veulent rester, sinon manifester. À Grand-Yoff, le problème est plus sérieux, poussant même les populations à prendre les choses en main. Il n'est pas question pour elles de laisser les étals détériorer leur cadre de vie. La mairie va jusqu'à cracher ses vérités. La commune n'a plus de réserve foncière pour recaser les déguerpis. Il y a un de les responsables qui dit qu'ils sont au nombre de 3000. S'ils sont 3000, nous n'avons pas d'espace. Pendant ce temps, les habitants de Grand Médine persistent et signent. Ils ne veulent pas des nouveaux compteurs de la Sénélec parce que les premières factures reçues sont jugées trop salées. Ils sont catégoriques. Aucune famille ne va payer tant que la Société nationale d'électricité ne révise les factures. La commission de régulation de l'énergie tranche finalement. Par conséquent, qui ne paye pas en assumera les conséquences. À partir de ce jour, la Sénélec considère que ce débat est clos. Toujours dans cette logique de modernisation, la gare pompier est éliminée, Beau Maraîcher ouverte pour réorganiser le secteur du transport. Une mission loin d'être assurée pour bon nombre de transporteurs et de voyageurs. Les initiateurs rassurent que ce n'est qu'un début. Maïmouna Ndiaye, merci. L'actualité sociale 2014, c'est également l'acte 3 de la décentralisation qui a attisé le front social. Beaucoup de tensions avec cette nouvelle réforme, de nouvelles compétences pour les communes, de nouvelles charges sans les moyens d'exécution. Les conséquences sont immédiates. Des mois sans salaire, certains travailleurs des collectivités locales envahissent les nattes pour une grève de la faim et les rues pour se faire entendre. Macky Sall 2014 et ses réformes, beaucoup de tensions. Depuis 40 ans, le territoire et son aménagement dans le Sénégal indépendant se construit, se déconstruit et se reconstruit au rythme des réformes politiques et administratives majeures, avec ce qu'il est convenu d'appeler l'acte 3 de la décentralisation mise en œuvre par le président Macky Sall. Toute la question tourne autour de ce point. Quelle est aujourd'hui au Sénégal l'échelle de collectivité locale la plus pertinente pour passer d'une décentralisation territoriale à une territorialisation des politiques publiques ou d'une décentralisation administrative à une décentralisation de développement? Une réforme qui, en plus d'offrir de réelles opportunités de développement aux différentes collectivités locales, devrait réduire les inégalités entre les villes et le monde rural, avec comme principale vision le transfert des compétences des villes aux communes et organiser le Sénégal en territoire viable, complétif et porteur de développement durable à l'horizon 2022. Dans la mise en œuvre, la dimension sociale et humaine n'a pas été suffisamment prise en compte. Les mairies n'étant plus sous la tutelle des villes, à partir de ce moment, les maires nouvellement élus ne peuvent pas exécuter correctement leur budget. À cela s'ajoute le fait qu'on ait redéployé du personnel officier dans les villes vers ces communes et du coup celles qui n'ont pas suffisamment de capacité financière pour faire face à ces nouvelles charges se sont retrouvées dans des difficultés. Conséquence, l'essentiel des anciennes communes d'arrondissement peinent à payer leur salaire et supporter certaines charges. Les collectivités locales en souffrent énormément, ce qui vaut des difficultés aux employés des communes. Ces dysfonctionnements auront été à l'origine des grèves des agents des collectivités locales. Selon certains spécialistes de la décentralisation, la solution pour sortir de cette impasse passe par une phase transitoire avec l'accompagnement de l'État par une prise en charge financière des masses salariales ou autoriser la ville à assurer un intérim. Un redécoupage territorial avec le fusionnement de certaines communes pourrait également constituer une alternative. Macky Sall, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à Souben. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. Très bonne soirée. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. À demain. Au revoir.